Dans une partie de Donjons et Dragons, chacun a sa fiche de perso. Le mage lance des boules de feu, le guerrier encaisse les coups, le voleur désamorce les pièges. Et puis il y a ce joueur, tu sais, celui qui veut être un peu mage, un peu soigneur, un peu tank, et qui finit par rater tous ses jetés de dés. C'est le généraliste. Il bricole des sorts de soins avec une main, il tient une épée rouillée dans l'autre, et il prétend pouvoir tout faire tant qu'il a un long reste. Mais parfois, c'est lui qui sauve le groupe, parce qu'au final, il voit des connexions que les autres ne voient pas. Mais alors, comment survivre dans la tech quand on est expert de rien ? Est-ce que savoir un peu de tout, c'est un super pouvoir ou un désavantage ? Et surtout, faut-il multiclasser pour devenir CTO ? Pour répondre à ces questions de généraliste, je ne reçois pas Léonard de Vinci, mais il s'y connaît en touche à tout. Mathieu, bonjour. Salut Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Mathieu, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Ouais. Donc je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis ingénieur de formation. J'ai commencé pas dans le web, moi j'ai commencé en recherche opérationnelle, qui est un sous-domaine de l'IA, moins connu que le machine learning, mais qui est très cool aussi. On fait des algorithmes d'optimisation pour tout plein de problèmes. Donc j'ai commencé chez Air France. Et après, j'ai rebasculé dans le web, puisque j'avais fait du web un peu avant. Et depuis, je suis toujours dedans. Donc ça fait 10 ans, à peu près 10 ans maintenant. Et donc ça fait, je crois, 4 ans que je suis chez Akazi, qui est une fintech expert comptable, dédié aux freelance. CTPO, du coup. Ok. Voilà, donc jamais bien dans les cases, tu vois. Et ça fait 1 an et demi donc, que j'ai un podcast qui s'appelle Tranche de Tech, où j'interviewe des profils tech, experts ou pas. T'as dit 1 an et demi ? Non, c'est plus que ça que ta Tranche de Tech. Presque 2 ans. Ouais, ça fait un peu plus d'1 an et demi. Ça fait presque 2 ans. J'ai commencé, je pense, en juin 2023. Ah ok, j'avais l'impression que tu avais commencé déjà il y a... Non, il y a pas. Non, presque ça 4 passe ans. vite. Ça passe vite pour moi, tu vois. Mais ouais, le temps passe vite. Super podcast, je recommande à tout le monde bien évidemment de l'écouter, pas que parce que j'y suis passé, mais super podcast, c'est super truc. Je vous invite aussi à suivre Mathieu sur LinkedIn parce qu'il partage énormément de choses, énormément de contenu qui n'est pas généré de manière dynamique par l'IA. Donc c'est vraiment super intéressant, donc je vous invite vraiment à aller suivre tout ce que fait Mathieu. Du coup, quand on s'est contacté effectivement pour cet épisode, tu m'as dit, moi je suis expert de rien. Ouais. Je trouvais le titre génial. Donc pour finalement creuser comment est-ce qu'on devient expert de rien, à quoi ça sert d'être expert de rien. Et j'aimerais commencer la discussion autour du concept même d'expert. Ouais. Parce que je trouve qu'on a une industrie un peu particulière où on devient expert au bout de 3-4 ans, à peu près, à peu de choses près. 5-6 pour les plus longs. C'est quoi pour toi être expert aujourd'hui dans le monde ? Est-ce que ça a du sens d'être expert dans le monde de la tech ? C'est peut-être déjà toute la question, parce que moi, j'ai beaucoup du mal avec à partir de quand on est expert, en fait. Tu vois, quand tu as des métiers, l'expert comptable, justement. L'expert comptable, il a un diplôme et il est expert comptable. Il est expert parce qu'il a passé certaines... Voilà, il a compris suffisamment de choses pour être expert. Nous, dans la tech, on n'a pas ça. On n'a pas cette espèce d'examen qui dit qu'on est expert. Et donc, à partir de quel moment tu es expert ? Tu peux avoir des certifications quand même. Tu vois, tu peux être expert Cisco et puis tu as une palanquée de certifs qui vont avec, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, c'est pas le... C'est vrai, moi, c'est pas les experts que je vois sur les réseaux sociaux, par exemple. Tu vois, on a beaucoup d'experts, notamment dans un langage. Tu vois, l'expert dans un langage aujourd'hui, expert C++, expert Python, expert Ruby. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois ? Est-ce que c'est des années d'expérience ? Est-ce qu'il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas d'examen clair. Et donc, qui te donne ce titre ? Donc moi, déjà, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas s'autoproclamer expert. Voilà. C'est les autres qui te désignent comme expert. Et en fait, l'expertise, elle est hyper relative. Tu vois, t'es expert dans un... Il y a des gens... En fait,
les gens, pour eux, dès que tu es plus fort qu'eux, ils sont pas forcément capables aussi d'évaluer l'étendue de ta connaissance. Et donc, en fait, j'ai déjà du mal, moi, à me dire que je suis expert de quoi que ce soit, parce que je vois juste des gens meilleurs que moi dans tous les domaines. Et je me dis, mais en fait, d'ailleurs, c'est très destructeur, je pense, pour quelqu'un de se dire t'es expert, et puis tu vois un autre expert, et en fait, il est meilleur que toi. Et tu te dis, mais attends, enfin, il connaît plus de trucs que moi, mais même si des fois, peut-être on connaît autant de trucs, mais pas dans les mêmes, bulles. Ouais. Dans les mêmes bulles. Et en fait, tu vois, et donc c'est difficile, je trouve, ce label-là. Il est même limite stressant pour les gens qui l'ont, parce qu'en fait, tu te dis à un moment, si je suis expert, est-ce que j'ai le droit de ne pas savoir quelque chose ? Donc, je pense que même si j'arrivais à un moment, on me disait, toi, t'es expert de ça, j'aurais presque envie de dire, non, mais me mettez pas ce label, parce qu'en fait, vous allez me piéger avec des questions, et après, vous allez dire, non, mais t'es pas expert, donc voilà. Ce qui est délicat, en plus, je trouve, sur cette notion d'expertise, surtout dans notre industrie, où on est sur un métier qui est quand même extrêmement technique, qui est extrêmement complexe, et tu vois, moi j'ai envie de dire que quand tu croises quelqu'un qui est expert Java, expert Ruby, ce que tu veux, ça veut dire que moi, de ma perception, je me dis donc j'ai face à moi quelqu'un qui certes a une très bonne maîtrise du langage, mais aussi une très bonne maîtrise du contexte dans lequel son langage s'exécute. Donc il a aussi une connaissance machine, une connaissance réseau. Tu vois, c'est que tu peux pas être... pour être expert dans notre domaine, ma conviction, et peut-être que je me trompe, mais ma conviction, c'est que faut que tu sois expert de tout ce qui se passe autour, au-dessus, en dessous, parce qu'on parle aussi de ces fameuses couches. Donc, tu vois, tu peux pas être expert de Java si tu n'es pas aussi... en tout cas, tu vois, cette notion d'expertise, je trouve bizarre, parce qu'en fait, tu peux pas vraiment creuser dans une direction. Tu peux pas affiner ton truc. T'es obligé, ton expertise, normalement, c'est une chose elle est difficile. En fait, si elle est vraiment trop spécialisée, elle est presque plus utile. Et tu vois, moi, j'avais eu cette expérience une mauvaise expérience en plus avec un freelance Kubernetes, tu vois, qu'on avait recruté. Franchement, il était super pointu, il répondait à toutes les questions, il faisait des trucs, tu te dis, mais à quoi ça sert ? Tu comprenais même pas à quoi ça sert, tu disais ça sur ton temps libre et tout. Sauf qu'en fait, nous, on avait une mission de 2 semaines, et en fait, au bout d'une semaine, on a coupé, parce qu'en fait, en pratique, dans la boîte, on n'arrivait pas à lui faire implémenter quoi que ce soit de concret, tu vois. En fait, il y avait des solutions à tous les problèmes. Tu peux faire ça, mais en fait, moi, j'attendais de l'expert qui me dise aussi dans mon contexte comment ça s'applique, comment concrètement je le mets en place et tout. Donc en plus, l'expertise, effectivement, elle est à la fois un petit peu théorique, et à la fois, il y a un truc main dans le cambouis, et dès que tu mets les mains dans le cambouis, c'est plus juste ton expertise, tu vois. Effectivement, expert Java, il y a un moment, ton programme Java il est lent, c'est peut-être pas le code du Java, c'est peut-être le SQL à côté, c'est peut-être les appels réseau, c'est d'autres choses. Et donc, il faut que tu aies une culture un peu plus large. Donc, je pense que ce qui est... Tu as comment on appelle ça, je crois que c'est les T-shape, les profils T-shape. Ouais. En fait, on s'attend à ce qu'il y ait quand même une base un peu partout qui s'étende, et une expertise. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien parler de full stack, et c'est un truc qui, je trouve, est pas mal compris, le full stack, un peu méprisé des fois, tu vois. On dit le full stack, en fait, il sait rien faire, il fait tout mal, tu vois. Et en fait, le full stack, pour moi, ça s'applique à un expert ou à un non-expert. C'est-à-dire que le full stack, c'est juste un état d'esprit. Le full stack, c'est ne pas cracher sur un truc qui n'est pas ton expertise. Ouais. Parce que tu vois, le problème de l'expert, c'est ça. C'est quand il est expert d'un truc et il veut pas toucher. Tu vois, l'expert back-end qui veut pas toucher au front-end. Ça, je l'ai vu tellement de fois. Et en fait, c'est infernal, tu vois. Déjà, des fois, c'est limite un peu fait avec mépris, tu vois. Oui, c'est du front-end, je touche pas, c'est pourri, c'est dégueu. Non, en fait, c'est juste différent. Et du coup, je trouve que même l'expert, il doit avoir cet esprit du full stack, c'est-à-dire se dire, attends, je vais creuser aussi, je vais essayer de comprendre. Peut-être c'est juste le minimum pour résoudre mon problème, mais il faut que je sois capable peut-être de m'appuyer sur un autre expert de ce truc-là, mais à un moment, il faut quand même que je sois capable, je sais pas, mais de faire une fonctionnalité de A à Z, tu vois, je parle de code, et donc voilà, ça me tenait à cœur ce truc du full stack, tu vois, c'est un truc... Je trouve ça intéressant comme point de vue sur le full stack, ce qui n'est pas tout à fait la vision que moi j'en ai. Okay. J'ai déjà dit plusieurs fois à ce micro que j'ai du mal à concevoir le concept de dev full stack en 2024-2025. Parce que je trouve que nos environnements technologiques se sont tellement complexifiés que j'ai du mal à percevoir de comment est-ce que tu peux réussir à être effectif, à apporter de la valeur vraiment sur tout le scope. Oui. Parce que le front aujourd'hui est devenu un métier hyper complexe, hyper complet. Le back, bien évidemment, ça se complexifie aussi encore plus avec maintenant tous ces back-ends hyper agentiques qui rajoutent une couche en plus. La base de données, c'est devenu aussi un noyau hyper vaste. Et Dieu sait qu'on l'a couvert sur ce podcast avec notamment Sylvain qui est venu plusieurs fois nous en parler. Et du coup, tu vois, j'ai du mal à apercevoir le full stack comme étant un métier possible
tellement en fait les choses sont compliquées. Mais j'aime beaucoup ton Ouais. approche de dire que full stack en fait c'est ne pas refuser, de pas considérer que c'est pas mon métier. Tu vois, C'est d'être capable de toujours mettre le nez dedans en disant c'est pas mon métier, mais je vais quand même essayer de comprendre. Ouais, exactement. En fait, je trouve qu'on associe full stack. Pendant un moment, on a associé cette image. C'est un peu les recruteurs aussi. Le full stack, c'était le dev incroyable qui allait tout faire et tout faire bien. Et en fait, c'est vraiment pas ça parce que je suis d'accord avec toi. En fait, être expert de tout, c'est pas possible non plus. C'est plus facile d'être expert de rien que d'être expert de tout, évidemment. Et donc, effectivement, à un moment, il faut se dire non, le truc, c'est j'ai le droit d'aller sur une expertise parce que ça me plaît et que j'ai envie de creuser ce truc-là. Par contre, si je peux pas être utile tout seul dans ma tour d'ivoire à juste dire aux autres quoi faire. Faut aussi que je fasse, et aussi ne serait-ce que pour progresser moi et comment dire, mesurer mon expertise et puis l'exercer, il faut que je fasse. Et pour faire, en fait, tu es connecté à plein d'autres technologies. Et donc, ces technologies, il faut que tu les maîtrises suffisamment pour... tu vois, je te dis un truc bête, l'exemple bête, c'est pour moi ces équipes qui sont spécialisées front-end, back-end. Tu vois. Et en fait, moi, j'ai vécu ça. Tu avais une équipe front-end, une équipe back-end. Ça rajoutait des canaux de communication, parce que du coup, il y a des gens qui font le front, des gens qui font le back, et puis tu as une API à faire entre les deux et tout. Alors qu'en fait, si tu dis... Moi, j'ai essayé de faire ça chez Akazi, tu vois. C'est si tu dis... J'ai une équipe full stack, vous êtes tous full stack, et il y a des spécialisations. Tu es full stack, spécialité back-end, tu es full stack, spécialité front-end. Et du coup, les grosses features très fontes, c'est plutôt toi qui vas les prendre. Et tu vas être aussi un référent, c'est-à-dire tu vas venir aider ton back-end quand il a une feature où il y a du back et un peu de front. Tu vois. Et donc, en fait, ça permet de faire progresser les gens et de les rendre responsables sur leurs features, parce que finalement, quand il faut faire parler les deux, généralement, en fait... si tu as deux responsables, c'est l'enfer. Si tu as un responsable, il va se débrouiller pour faire marcher le front, même si c'est pas sa spécialité, et tu auras quelqu'un pour l'aider, pour revoir, etc. Ouais. Si on revient aussi sur cette temporalité qu'on a dans le monde du dev, où tu deviens senior au bout de 6 ans, il y a effectivement une phrase que Nicolas me rappelle en commentaire, c'est que pour faire un arbre centenaire, tu n'as pas besoin d'engrais, il faut 100 ans. C'est qu'une histoire de temps. Est-ce qu'on devient senior trop tôt dans notre industrie ? Est-ce que c'est juste un titre et au final ça n'a pas forcément tant de valeur que ça ? Et est-ce qu'au final, est-ce qu'on peut... parce que il me semble que c'est avec toi qu'on en parlait, mais avant le début de l'enregistrement, mais je sais plus quand, mais je crois que c'est une discussion que j'ai eue avec toi sur le fait que en fait, quand tu es expert technique, c'est aussi que tu as vu énormément de cas, tu as vu énormément de situations, tu as vu... et en fait, tu as appris des choses. Mais est-ce que cet apprentissage-là, tu peux le transmettre à quelqu'un sans qu'il vive lui-même ces situations-là ? Non, je pense qu'effectivement, c'est une bonne question. Après, tu as une question de c'est décrémental un petit peu. C'est-à-dire, je pense que peut-être les 10 premières années de ta progression, tu apprends beaucoup, tu apprends les 90%. Et puis après, j'ai du mal à voir comment tu progresses autant. Tu vois, j'ai l'impression quand même que c'est au début que tu apprends. Ça, c'est normal, au début, tu apprends plus. Et puis, c'est une courbe qui s'aplatit. Mais effectivement, je pense que l'expérience sur ce truc-là, elle est, tu vois, tu prends les échecs, par exemple. Pourquoi un joueur d'échecs qui devient très bon ? C'est parce qu'il a vu beaucoup de situations. Au bout d'un moment, son cerveau, il les a enregistrés, il les reconnaît. Nous, c'est un peu pareil avec le code, tu vois. Le code, en fait, il y a des patterns, on les reconnaît et ça nous enlève de la charge mentale. On peut réfléchir sur les trucs importants. Ça fait partie de ton expertise, ton expérience. Là où un junior, en fait, il est noyé dans toutes les informations qu'il doit processer. Et donc, non, tu peux pas remplacer un certain nombre d'années. Après... 10 ans ne veut pas dire, tu vois, tu peux faire 5 ans et faire autant d'heures que quelqu'un qui fait 10 ans, donc c'est pas juste une question d'années, mais je pense qu'il y a quand même une question de temps intrinsèque passé à faire qui t'apporte ces réflexes-là, en fait, et puis les gens, après, assimilent plus ou moins vite, tu vois, chacun a son rythme à lui, mais effectivement, je pense que c'est un point important. Après, pour revenir sur ta question du senior au bout de 3 ans, ça je pense que c'est un peu une dérive de notre industrie, si on met des espèces de labels jusqu'à quand t'es junior, quand t'es senior, etc. Mais en fait, on devrait peut-être plus parler en années d'expérience, et puis après, moi je pense toujours que faut quand même tester. Les années d'expérience, ça veut pas dire grand-chose. Tu vois, tu peux avoir 5 ans de quelqu'un qui valent 15 ans chez quelqu'un d'autre en fonction du contexte, de l'expérience, de ce qu'il a vécu, de ton contexte à toi, d'entreprise et des problèmes que tu as besoin de résoudre. Donc voilà, moi je suis pas un grand fan des CV super longs. Je suis fan de quand tu fais, quand tu parles et quand tu résous les problèmes et que tu montres un petit peu surtout ta façon de raisonner, parce que c'est quand même ça qui est important au bout de plein d'années, c'est comment tu abordes les problèmes. Ouais. Comment est-ce que tu perçois la différence qu'il y aurait entre toi avec toutes tes années d'expérience et au final tu te présentes comme étant quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le monde du web. Tu as une vision effectivement assez large, mais on le disait tout à l'heure, pour être expert,
sur une techno, en fait, il faut que tu sois capable de t'élargir à d'autres domaines. Qu'est-ce qui te fait dire que toi, aujourd'hui, t'es pas un expert web? Genre, je sais pas sur quelle techno tu bosses principalement. Beaucoup de Ruby on Rails. Ça fait 10 ans que je fais du Ruby Mais on alors, Rails. tu vois, qu'est-ce qui fait que pour toi, que t'es pas expert en Ruby? Je sais pas, tu vois, c'est parce que je vois des gens qui sont meilleurs que moi. J'en vois plein. Et du coup, je me dis par rapport à des débutants, genre comment je suis meilleur que certains, je suis moins bon que plein d'autres, mais j'ai du mal je suis mal à l'aise avec ce label expert en fait. Je me dis que, tu vois, par exemple, je sais pas, je suis pas du tout. En fait, moi, enfin l'expertise, j'ai l'impression que du coup, une fois que tu l'as, t'es forcé de te tenir à jour de toutes les dernières nouveautés du framework. Moi, j'ai pas envie de faire ça, tu vois, c'est pas ça qui me fait vibrer. Et donc, moi, je fais d'autres trucs, j'ai envie de regarder, je sais pas, de la base de données. Moi, j'aime bien faire un peu d'opérationnel, enfin d'ops, tu vois. Donc, regarder simplement comment on analyse ce qui se passe sur la prod, plutôt que d'aller regarder les dernières nouveautés. Et donc, c'est pour ça que je suis pas à l'aise. Après, c'est sûr, tu vois, il y a des gens qui diraient, bah si, t'es expert Rails. Et là, c'est limite moi qui ai pas trop envie d'avoir ce label-là, quoi. Et donc, c'est que toi, tu continues à aller chercher d'autres sujets, d'autres domaines, d'autres... tu essaies de tout le temps faire un pas de côté, et quitte à, du coup, te retrouver parfois très, très loin, ou tu cloisonnes quand même dans une certaine régionalité, on va dire. Bon, après, je reste dans la tech. Je reste dans la tech. Il y a quand même des sujets qui m'intéressent plus que d'autres. Tu vois, effectivement, aujourd'hui, moi, j'ai du mal à m'investir dans un framework front, par exemple. Tu vois, il y en a trop. Je sais pas quoi choisir. Ça me fait un peu tourner la tête, tu vois. Donc, il y a des trucs comme ça où j'ai moins envie. Mais tu vois, par exemple, le CSS, qui est quand même un sacré bordel, tu vois. Ben en fait, je trouve ça trop intéressant. Je trouve ça hyper intéressant. On peut faire vraiment des trucs de ouf. C'est hyper créatif, je trouve. Tu t'arraches les cheveux, hein, clairement. Mais tu vois, c'est le genre de choses où j'ai envie de creuser. Tu vois, quand je vois un petit problème là-dedans, je peux passer 1 heure, 2 heures à me dire, attends, comment ça marche, faire un tuto, faire, tu vois, donc j'ai pas, je suis un peu mon intérêt et je me dis pas, et donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Je me dis pas, moi, mon expertise c'est Rails, il faut que je sois plus fort sur. Au contraire, tu vois, moi, j'ai presque l'impression que il y a ce truc du généraliste où en fait, tu as un peu ce syndrome de quand tu as fait le tour d'une techno à 80%, en fait, tu n'as peut-être même plus envie de faire les 10% restants parce qu'ils te demandent beaucoup d'efforts et tu te dis, il y a des low-hanging fruits à aller à choper ailleurs, en fait. C'est un peu comme ça que je l'aborde, je pense. Okay. C'est pas de l'ennui, tu vois, mais c'est un côté... c'est la marge de progression supplémentaire à aller chercher va être quand même beaucoup plus longue versus ce que tu peux aller chercher ailleurs, qui va te permettre de progresser plus vite sur d'autres sujets, quoi. Oui, et j'ai l'impression qu'elle me donne moins de pouvoir, entre guillemets. Tu vois, c'est-à-dire que ces 20%, ils sont très... C'est un peu bizarre parce que j'ai pas envie de dire que je veux toujours faire des trucs utiles parce que c'est pas vrai, mais au fond de moi, il y a quand même ce truc de me dire... je vais creuser un truc s'il est vraiment utile. Donc souvent, ces 10%, tu vois, tu les rencontres pas au quotidien, ils te sont pas utiles et tout. Donc si moi, je rencontre pas de problème, je vais pas aller creuser juste pour le plaisir de creuser. Je vais plutôt creuser quand j'ai le problème. Et là, par contre, ça va me plaire beaucoup de le résoudre et d'apprendre tout ce que je peux apprendre pour très bien comprendre. Et c'est comme ça, moi, plutôt que j'aborde l'apprentissage. Et du coup, des problèmes, il y en a pas que en Ruby on Rails, tu vois. Ouais. Et donc, ça fait que tu tires un peu dans tous les sens parce que les problèmes sont multiples. Et donc, tu es obligé. Et c'est ça que je trouve qui est aussi la force du généraliste. Versus, tu vois, si l'expert qui s'arrête trop sur son expertise, c'est quand ça dérive dans un domaine qui n'est pas son expertise, s'il ne s'efforce pas d'y aller, d'accepter que ça va être un peu difficile au début parce qu'il ne connaît pas du tout, eh ben, tu ne vas pas pouvoir résoudre tous ces problèmes qui sont un peu transverses. En fait. Donc en fait, tu es drivé par la résolution de problèmes. Je pense que ouais, clairement. Je pense que c'est ça, tu vois. Dès qu'il y a un problème, je veux le comprendre vraiment dans les détails. Je ne veux pas le mettre sous le tapis. J'ai un peu ce truc de... ça m'empêche de dormir si j'ai pas compris, tu vois. Mais tu vois, de la même manière que tu faisais ta distinction pour le full stack, où tu disais le full stack, c'est quelqu'un qui va à aucun moment dire c'est pas mon métier, donc je vous laisse gérer. On pourrait faire la même analogie qu'au final, peut-être que l'expert, dans un domaine précis, c'est quelqu'un qui va dire ce problème-là, c'est pas le mien. Ouais. Et là où toi, tu es full stack, mais du coup, tu es aussi, quel que soit le problème qu'on t'amène, tu vas essayer de le comprendre et tu vas essayer de le résoudre. Ouais, j'ai un peu cette envie-là. Après, tu vois, c'est aussi ce qui a été mon
ma chance, c'est-à-dire quand je me suis revenu dans le web, j'étais dans une boîte où en fait il y avait un CTO que je connaissais et moi j'étais un peu son bras droit, donc j'étais un peu back, mais j'étais un peu, tu vois, je faisais mise en prod, surveillance de la prod et tout, et donc j'étais un peu transverse. Donc en fait quand la prod marchait pas, quelle que soit la raison, c'était quand même un peu mon problème, tu vois. Et du coup, quand tu es responsabilisé, ça, je trouve que c'est un truc hyper important pour les devs. C'est d'ailleurs un fameux sujet sur le vrai DevOps, tel qu'on l'entend, c'est-à-dire on fait pas des devs d'un côté, des ops de l'autre, mais on fait vraiment ensemble. Et en fait, ça responsabilise à mort les devs et ça te force à dire, attends, il y a un problème. C'est ma responsabilité, c'est ma prod, en fait. Tu vois, c'est pas quelqu'un d'autre qui le gère pour moi. Et ça, je trouve que ça fait beaucoup progresser. Et ça fait apprendre plein de choses en transverse, mais des fois, ça va à l'encontre de la spécialisation parce que tu passes beaucoup de temps sur des problèmes qui sont très larges. Ouais. Et comment tu fais pour... toi, tu disais que tu essaies de rester quand même dans un certain domaine que tu maîtrises, donc que tu as identifié comme étant la tech, mais la tech, on en fait partout. Tu vois, à la NASA, ils font de la tech. Dans les labos de bio, ils font de la tech. Dans les hôpitaux, il y a de la tech. Une IRM, enfin une machine à IRM, c'est énormément technique. Comment tu fais pour, si tant est que tu le fasses, mais est-ce que tu essayes de... Est-ce qu'il y a un moment, tu arrives à dire, non, là, en fait, je commence à être trop loin? Tu veux dire en termes de peut-être de domaine sur lesquels je travaille, ou peut-être pourquoi j'ai choisi peut-être de rester dans du web plutôt que de partir dans une autre techno ou un truc comme ça? Je sais même pas si ma question est formulée à ce point-là de précision, mais tu vois, c'est est-ce qu'il y a un moment, tu vois, si je t'amène un problème, il y a un moment où tu vas dire, là en fait, pour résoudre ce problème-là, je vais devoir creuser des sujets qui sont pas les miens en fait, et du coup c'est trop loin pour moi. Après je reste un CTO, tu vois, donc je dois, en plus je suis un CTPO, je t'ai dit, donc mon but c'est quand même de délivrer de la valeur pour nos clients, donc il y a quand même ce trade-off à faire en disant ok, ce problème il est très intéressant, mais en fait c'est pas un problème qui a vraiment de l'impact sur nos clients, sur notre prod. Quel impact, tu vois, s'il n'y a pas un impact réel, il faut bien que je le laisse de côté. Tu vois, je ne vais pas poursuivre n'importe quoi. Tu vois, je garde ce sens, je pense, qui est bien pour un généraliste aussi, de dire c'est quoi les priorités de la boîte. Et donc, c'est aussi un des sujets qui, entre guillemets... Mais par contre, ça peut me rester dans un coin de la tête et je peux prendre du temps à moi, en dehors de mon temps de travail, pour le faire. Tu vois, en me disant, là, il y a de la curiosité, j'ai vraiment envie de savoir quand même. Parce que ça allait justement, c'était ma question. Même mon étonnement, c'était... parce que ce que tu semblais répondre au début, c'est que ton envie de résoudre des problèmes se limite à ton contexte professionnel. Alors non. Non, parce que comme je te dis, tu vois, escape game, des énigmes, tu vois, à côté, j'en fais, tu vois, donc c'est toujours ça. Après, voilà, aujourd'hui, j'ai le podcast, j'ai une vie de famille, j'ai des choses qui font que. Mais voilà, clairement, moi, si j'avais du temps à côté, ça serait pour explorer d'autres trucs, comprendre d'autres choses et résoudre d'autres problèmes. Tu mentionnes effectivement ton podcast, dont on a parlé en début d'épisode aussi, bien évidemment. Est-ce que tu penses que tu es devenu généraliste parce que tu as un podcast et du coup, parce que comme moi, en fait, tu seras à l'épisode de 300, de 30 et quelques, je ne sais pas combien. Donc, c'est autant d'experts de différentes technos que j'ai reçus et qui, effectivement, font que j'ai vu énormément de sujets différents. Est-ce que tu penses que tu es devenu expert de rien grâce au podcast? Ou est-ce que tu penses que tu as lancé un podcast parce que justement, tu es expert de rien? Je pense que j'étais expert de rien avant de lancer le podcast. Non, je pense que j'étais déjà. Et effectivement, tu vois, je pense que la capacité et l'envie de lancer un podcast, c'est aussi ce côté envie de découvrir de nouveaux trucs et donc envie d'explorer plein de choses. Et cette peur de choisir aussi, tu vois, parce que c'est aussi ça, pas vouloir être expert, c'est quand tu... T'as du mal à choisir. Moi, je sais pas. Si je devais choisir un truc sur l'expertise, j'ai 5 idées, je peux pas choisir. Je suis incapable. J'ai envie d'être expert de tous ces trucs-là, en fait. Tu vois, et donc, c'est pas possible. J'ai pas le temps. Et c'est vraiment très, très difficile. Et donc, non. Et le podcast, en fait, je trouve qu'il m'a donné l'opportunité d'explorer des expertises d'une manière qui était difficile tout seul, tu vois. Parce que quand tu as accès à un expert et que tu discutes, tu comprends un peu les problèmes, tu comprends. Et du coup, tu découvres plein de choses. Parce qu'ils ont des métiers, parce qu'ils travaillent sur des choses, et ça te donne à la fois des idées, des envies, des trucs que toi tu pourrais explorer, et puis de la connaissance supplémentaire aussi. Ça nourrit ton expertise de rien, puisque tout d'un coup tu enrichis plein de domaines un petit peu parallèles, quoi. Ouais. On a une très bonne question dans le chat qui nous dit: est-ce que être expert de rien, c'est pas un luxe de senior?
Parce qu'effectivement, un Tu junior démarres expert de rien, de toute façon. un junior peut pas arriver en disant je suis expert de rien et que ce soit valorisé. Ouais. Est-ce que c'est pas effectivement un privilège d'ancien? Expert de rien, c'est un peu le teaser. En fait, on est des généralistes plus que des experts de rien, tu vois, c'est plutôt ça. De toute façon, un junior n'est expert de rien, par définition, c'est la définition du junior. Et après, tu choisis dans ta carrière de devenir plutôt un spécialiste, plutôt un généraliste. C'est plutôt ça le vrai, je dirais, le vrai terme. Et donc, effectivement... C'est marrant parce que tu dis pas... en général, on dit plutôt carrière technique ou carrière managériale. Et ouais, c'est vrai. C'est un bon point. C'est un bon point. Et je sais pas comment tu fais, parce que du coup, moi, je suis un peu manager. Je suis manager, même pas un peu, vraiment. Et je sais pas si tu peux faire une carrière de généraliste sans être manager. C'est une bonne question. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je pense que c'est intéressant d'avoir un généraliste qui peut faire plein de choses sans être expert de quelque chose et qui n'est pas non plus manager. Tu peux avoir envie d'être très technique sans pour autant être expert. Mais effectivement, ça n'existe pas vraiment. Moi, j'aurais comme tendance un peu à dire qu'un architecte, c'est pas faux, ouais. quand tu arrives sur des rôles d'architecte, tu es quand même obligé de... Tu peux pas être... tu es obligé de connaître tellement de techno, tellement de sujets, tellement de domaines, que tu es forcément un peu généraliste. Alors, certes, tu vas pas... tu passes pas d'un architecte réseau à construire un tracteur, parce qu'on parle effectivement de métiers complètement différents. Mais tu vois, tu as quand même, côté architecte réseau, tu as une panoplie d'outils à ta disposition que tu connais, que tu devrais censé maîtriser. Tu devrais être censé te maîtriser en tout cas, qui est hyper vaste. Et je pense qu'on se rapproche quand même du généraliste. Moi, Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense que c'est un bon point. L'architecte, après, moi, j'ai l'image très... plutôt grosse boîte un peu corporate où l'architecte il fait plus beaucoup les mains il a plus beaucoup les mains dans le cambouis. Ouais. Alors que tu vois, moi l'expert, pour moi, peut-être c'est une question de différence grosse boîte start-up et tout, j'en sais rien, mais j'ai le sentiment que l'expert, lui, il continue à faire les trucs. Il fait les trucs les plus pointus, tu vois, sur ce truc, il aide les autres à faire et lui il fait les trucs les plus pointus. Ce rôle que chez l'architecte, j'ai l'impression qu'il n'a pas. C'est peut-être une impression. Et que tu vois, moi, je pense en tant que généraliste, j'aimerais avoir, en fait. J'aimerais continuer à toucher plein de trucs à droite à gauche, pas juste, c'est pas juste, tu vois, mais pas rester sur le haut niveau, sur les diagrammes et sur c'est pas la théorie, parce que c'est pas vraiment la théorie, mais pas sur les grandes lignes de la stratégie. Tu vois. Le côté très tour d'ivoire, le conseil des sages c'est ça. Qui donne des grandes directions. Quoi. Sans que ça soit péjoratif, tu vois, parce qu'en fait, c'est très bien, etc., de donner les directions, machin, mais il y a ce côté, à un moment, être sur le terrain, dans le truc, et faire aussi des choses, tu vois, c'est toi qui, je sais pas, démarre le cluster, met les load balancers, ce genre de choses, quoi. Ouais, je vois. Est-ce que la force de l'expert, c'est justement de pouvoir combiner les choses, ou est-ce que c'est juste de savoir beaucoup de choses? Le fameux, la force de l'expert. De l'expert de rien, pardon. Ouais, de l'expert du généraliste, du coup. Du généraliste. Alors, c'est marrant parce que j'avais lu un bouquin qui m'avait fait très plaisir en tant que généraliste, que tu devrais lire, il te fera très plaisir aussi, peut-être, Bruno. Il s'appelle Range. Il s'appelle Why Generalists Triumph in a Specialized World. Donc, pourquoi les généralistes triomphent dans le monde dans un monde spécialisé. Et effectivement, c'est un truc qu'on voit. Tu vois, quand tu parlais de Léonard de Vinci, c'est des gens qui étaient généralistes. En fait, ils savaient faire plein de choses. Mais en fait, à l'époque, ils arrivaient presque à digérer toute la connaissance parce qu'il y avait beaucoup moins de connaissances d'aujourd'hui. Et donc, on a aussi cette impression que aujourd'hui, il y a tellement de connaissances à digérer que si tu veux être efficace, pertinent et notamment innover, il faut être à la pointe de ton domaine. C'est le seul moyen. Et en fait, dans ce bouquin, il explique qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Et limite, il y a plus d'innovation grâce aux généralistes, parce que la force du généraliste, c'est d'aller regarder un domaine, de trouver les méthodes qui marchent dans ce domaine et de les appliquer à un autre domaine qui n'a rien à voir, de les transposer, tu vois. Et donc, la force du généraliste, c'est d'être capable, je pense, de comprendre une grande partie d'un domaine, pas forcément dans les moindres détails, de manière bien moins pointue qu'un expert, mais d'être capable de voir les liens entre deux choses qui n'ont a priori pas grand-chose à voir, tu vois. Et donc, en fait, avoir ces espèces on parlait des échecs où ton cerveau, il connaît les formes. C'est un peu ça, tu connais les formes et tu es capable de les appliquer à un nouveau jeu et ça te permet d'avancer plus vite dans un domaine. Et c'est un truc que moi, j'avais expérimenté dans les langues aussi. Tu sais, les langues, plus tu apprends des langues étrangères, plus tu vas aller vite à apprendre des nouvelles langues étrangères. Et notamment, tu en as plein qui se ressemblent, tu vois, tu as les langues... racines latines, tu as les racines nordiques, etc., enfin anglo-saxonnes, et voilà. Et donc,
le généraliste devient quelqu'un qui peut maîtriser quand même pas mal de choses très très vite. Tu vois, ça devient pas un nul en tout. Ça devient quelqu'un qui arrive à atteindre un niveau de compétence très rapidement sur pas mal de domaines. Et ça, je pense que c'est la force du généraliste. Et donc, la spécialisation du généraliste, ce serait... je pense que tu as déjà entendu parler de cette histoire aussi, qui raconte que l'idée du MagSafe sur les Mac vient d'un rice cooker. Ah non, je savais pas. La personne qui a pensé à faire un MagSafe, c'est parce qu'il a vu ça sur un rice cooker, genre dans un magasin, et il s'est dit, mais en fait, c'est le même principe. Quand je tire mon câble, il ne faudrait pas que mon ordinateur vienne avec, parce que mon ordi vaut plus cher que mon rice cooker. Et donc, est-ce que comment dire, tu vois, de la même manière que quand tu deviens expert Java, en fait, tu montes les strates de Java, le généraliste, sa strate, ce serait une capacité à faire des grands écarts de plus en plus grands. Oui, si, je suis d'accord. Il y a une expertise qui est un peu difficile à expliquer, mais qui est un peu ça. C'est cette capacité à analyser vite, à reconnaître des patterns peut-être. Je pense que c'est vraiment ça. Et du coup, à comprendre de plus en plus vite des choses parce que tu sais reconnaître ces patterns. Je pense que c'est ça ton expertise de généraliste. Et parce que je pense pas qu'on puisse dire, et je pense pas que ce soit ton message en tout cas, que le généraliste vaut mieux que l'expert. Et qu'on peut se passer de l'expert. Comment est-ce que les deux peuvent bien travailler ensemble ? Du coup, effectivement, c'est hyper complémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, si tu n'as pas de généraliste, en fait, tu n'as pas l'expertise sur laquelle t'appuyer. Et donc, en fait, il y a quand même plein de moments où, tu vois, typiquement, le métier de C-level, en fait, c'est un métier plutôt de généraliste, même si c'est CTO, même si c'est technique. Parce qu'en fait, toi, ton boulot, c'est d'avoir une vision assez large et d'être capable avec les feedbacks de l'expert, parce qu'il y a des choses que tu vas pas maîtriser. Et c'est là que l'expert, tu vas lui demander, et tu dois être capable de comprendre ce qu'il te raconte. Lui, son boulot, c'est aussi pour moi, le boulot de l'expert, c'est aussi de savoir bien expliquer son métier. Ça fait partie du boulot d'expert. Mais du coup, toi, tu dois être capable de comprendre tout ça. Éventuellement, l'input de plusieurs experts, parce qu'il y a potentiellement plusieurs alternatives, plusieurs façons de faire. Et à la fin, de décider, avec la vision globale de l'ensemble des expertises, ce que tu es capable de faire. C'est très agentique comme vision, tu vois. C'est un peu ça. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait... tu ne peux pas avoir toutes ces expertises et il faut que tu t'appuies sur les experts pour être capable de prendre ces décisions. Et les experts ne peuvent pas prendre ces décisions-là parce que, tu vois, on va prendre un exemple qui est un peu... qui est caricatural du coup parce qu'il sort un peu de la tech, mais quand tu as un CTO et un CPO, c'est pour ça que le CTPO, j'aime bien, c'est parce qu'en fait, le CTO, il priorise un peu la tech, le CPO, il priorise un peu le produit des utilisateurs, mais c'est un équilibre. Et du coup, il faut qu'ils arrivent à se mettre d'accord, à se comprendre l'un l'autre pour faire les bons compromis. Le CTPO, s'il est honnête avec lui-même, ce qui n'est pas toujours facile, tu vois, mais c'est ça qu'il est censé faire. Il a la connaissance technique, il a la connaissance produit, et il est capable de dire, ouais, cette feature, non, en fait, je comprends l'impact qu'elle a sur les utilisateurs, je comprends le coût technique, on l'a fait pas. Tu vois, il y a de la dette technique, tous ces trucs-là. Et donc, c'est là que le généraliste est aussi là pour peser tout ça et essayer de bien comprendre. Mais la connaissance... lui vient souvent de quelqu'un qui est meilleur que lui dans son domaine. Est-ce que pour toi, il y a un ratio idéal sur un nombre d'experts et un nombre de généralistes ? Non, c'est super dur, j'en sais rien, tu vois. Non, j'en sais rien, parce que ça dépend vraiment de quoi on parle. C'est-à-dire que si tu prends juste dans une équipe technique, il faut un expert par techno que tu as. Tu vois, donc par exemple, si tu prends une équipe technique, tu as peut-être un expert Ops, un expert Back, un expert Front, peut-être un expert QA, tu vois. Donc c'est plus tu as un expert par techno, et puis après, le reste, par défaut, entre guillemets, c'est un peu des généralistes. Ça dépend de la taille de ta boîte. Peut-être tu as besoin de 3 experts, etc. Mais après, c'est vraiment des considérations managériales, tu vois. C'est tes experts, ils sont aussi là pour épauler tes généralistes, et donc il t'en faut assez pour que y ait de la disponibilité, qu'ils puissent quand même faire des trucs. Donc c'est une question très... Donc, il y a un peu cette histoire du ratio senior-junior. Tu sais, on dit un senior, 2 juniors et tout. Moi, ça dépend des gens. Parce que, tu vois, un senior... En fait, je trouve qu'un senior, 2 juniors, c'est... Je vais te dire... Non, justement, on dit l'inverse. On dit 2 seniors, 1 junior.
Et ce ratio, je le trouve un peu hypocrite, je le trouve très confortable pour les seniors, tu vois. Et en fait, ça dépend vraiment des seniors, comment les juniors se débrouillent et de leur personnalité et de la capacité des seniors à avoir du temps pour les autres. Je pense que les experts, c'est un peu le même sujet. En fait, pour moi, l'expert a de la pédagogie. Il doit passer du temps à expliquer, à aider, etc. Et donc, de sa capacité à faire ça dépend le nombre de personnes qu'il peut aider autour de lui et non le nombre de généralistes. Moi, pour le coup, je pousse effectivement mes équipes. Parce qu'aujourd'hui, dans mes équipes, on a un ratio senior-junior que je trouve personnellement complètement fucked up. Okay. C'est qu'on a beaucoup de seniors, on a beaucoup d'expérience et on a quasiment aucun junior. Et forcément, avec le temps, ça veut dire que tu auras de moins en moins de juniors et de plus en plus de seniors. Et comme je considère que l'apport d'un senior, c'est une capacité à rendre les juniors encore meilleurs, que son impact, en fait, il est multiplié par le nombre de juniors qu'il arrive à rendre meilleurs, en fait, s'il n'a pas de junior à rendre meilleur, du coup, le senior n'est pas au niveau qu'il devrait avoir. Enfin, tu vois, il n'a pas l'impact qu'il pourrait avoir. Donc, moi, je suis plus dans une optique de me dire, pour chaque senior, il faut que j'ai 2 juniors, voire même 3 ou 4. Enfin, tu vois, pour moi, il y a avoir plus de gens juniors que de seniors dans une équipe. Ouais, là, puis moi, je partage pas mal cet avis. Après, de nouveau, c'est pas facile parce que la compétence de passer du temps avec les autres, ça dépend aussi de ta nature, introverti, extraverti, ça peut être très fatigant de passer... Voilà, donc il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais je suis assez d'accord que, idéalement, les intérêts composés en formant des juniors, ils sont... c'est ça qui crée de la valeur dans une équipe, quoi. On a déjà évoqué plusieurs fois à ce micro que la filière d'expertise, la carrière d'expertise technique n'a pas toujours été hyper valorisée, en tout cas en Europe ou en France. Est-ce que tu crois que le career path de devenir expert de rien peut être plus valorisé? Si l'expert de rien devient le manager, le C-level, et si c'est ça le pass, il est déjà, je pense, pas mal valorisé en France, tu vois, ça a été quand même longtemps ça. Si c'est l'architecte, c'est un peu ça, mais je pense qu'il y a quand même un truc un peu différent, tu vois. Pour moi, en tout cas, le truc que moi j'imagine et dont je rêverais, il n'existe pas vraiment, tu vois. Donc oui, il pourrait être plus valorisé, je pense, tu vois, parce que en tout cas, ce que je vois aujourd'hui, c'est quand même, on a, même s'il y a encore du chemin à faire, je pense, pour la valorisation des expertises, parce que c'est un truc qui est très valorisé aux US, un peu moins en France encore, ça arrive, tu vois, mais on a encore du retard. Mais je trouve qu'il y a quand même une vision du full stack, un peu, tu vois, du coup, de la personne qui sait faire un peu tout, qu'elle sait faire un peu tout mal. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. C'est mal comprendre ce que ces gens-là ont apporté. Tu as évoqué tout à l'heure un peu une vision très agentique des choses, entre la répartition entre le généraliste et l'expert. Comment est-ce que l'émergence de tous ces outils d'IA qu'on voit arriver partout change l'impact que pourrait avoir un généraliste versus l'impact que peut avoir un expert? Alors ça c'est pour ta punchline. L'IA, je dirais, l'IA n'a rien à apporter à l'expert. Parce que tu vois, l'expert, il sait tout en fait, dans son domaine. J'exagère, tu vois, mais c'est un peu ça. Et donc l'IA, d'ailleurs, c'est un sujet, je trouve, qu'on oublie un peu, c'est que l'IA générative aujourd'hui, on n'arrête pas d'en parler comme outil pour faire. Et en fait, moi, je suis convaincu que la plus grande force de l'IA générative, c'est pas sa capacité à faire, c'est sa capacité à nous aider à comprendre, sa capacité à nous expliquer, tu vois. Là, aujourd'hui, lui faire lire du code et lui dire « explique-le-moi », et du coup, tu as du code compliqué. Et en fait, sa capacité à te l'expliquer plutôt bien, elle est folle, tu vois. Et ça, on parlait tout à l'heure et ça, je pense que c'est un énorme accélérateur. Moi, j'ai eu un exemple... Quand on s'était appelé l'autre fois, j'avais un exemple vraiment sous la main, tu vois. J'avais un fichier PDF. J'avais jamais regardé le format. Franchement, c'était pas évident d'aller comprendre ce qu'il y avait dedans. Et j'avais un fichier PDF où je comprenais pas pourquoi quand je calculais, tu vois, je calculais en fait la hash de 2 fichiers PDF, c'était différent. Je comprenais pas pourquoi, tu vois. J'ai dit, c'est mon fichier PDF, pourquoi il a changé, il est passé par un autre système et tout. Et donc, je commençais à regarder un petit peu ce qu'il y avait sous le capot. Je comprenais rien, tu vois. Et en fait, en donnant ça à ChatGPT, il m'a expliqué les différents éléments, tu vois, avec pédagogie. Ça représente ça, etc. Donc, effectivement, tu as un truc de versionning dans les fichiers PDF. Et en fait, moi, tout seul, comprendre ça, c'était des heures de doc ou l'accès à un expert, tu vois, dire à un expert, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi ce truc-là? Et en fait, là, du coup, j'en ai pas eu besoin. Et donc, je trouve que sur ce généraliste qui aime beaucoup apprendre, qui aime beaucoup explorer, ça va beaucoup plus, peut-être j'exagère, mais ça va beaucoup plus donner des ailes à ce généraliste qui, lui, se nourrit de
compréhension et qui avait avant beaucoup besoin de l'expert pour comprendre, mais il y a plein de cas où maintenant il n'a plus besoin de solliciter l'expert. Donc je le trouve assez folle pour ça. J'ai d'autres exemples en tête pour, tu vois, on parlait de la seniorité qui se construit sur les années d'expérience. J'avais reçu quelqu'un, c'est pas un épisode qui n'est pas encore sorti, mais il est malware analyste. Donc il analyse, tu vois, des malwares, donc des virus, ce genre de choses. Et en fait, là-dessus, souvent c'est en assembleur, il les décompile en assembleur. Vas-y, comprendre de l'assembleur, c'est pas évident, tu vois. Et en fait, leur expérience, ce qu'elle leur apporte dans ces cas-là, c'est qu'ils reconnaissent donc des patterns, comme ils disent aux échecs tout à l'heure, et ils disent ça, je sais ce que c'est. Et ils disent, lui, cette partie-là du code, elle est bizarre, je vais passer du temps dessus. Et donc ils vont très vite sur cette partie-là. Donc ils passent 2 jours à nettoyer et ils trouvent le truc. En fait, l'IA, ces patterns, elle peut te les trouver. Elle dit, ouais, en fait, ça, je t'explique, ça, je reconnais. Donc, te prends pas la tête avec ça. Donc, ça fait même gagner du temps à l'expert, parce qu'il gagne quand même 1 ou 2 jours. Mais toi, tu gagnes 3 ans, tu vois. Et après, tu dis, cette partie-là, peut-être elle va essayer de te l'expliquer, mais comme elle l'a jamais vue, alors peut-être je sous-estime, tu vois, mais comme elle l'a jamais vue, ça va peut-être pas être ouf. Mais par contre, tu dis, ok, moi, je vais passer du temps dessus. Donc, l'expert, il sera meilleur que toi quand même. Mais toi, en beaucoup moins de temps que 3 ans à acquérir cette expertise, tu as réussi à centrer le truc important dans ton malware, par exemple. Tu vois. Alors, alors, j'aime beaucoup effectivement la phrase que l'IA n'a rien à apporter à l'expert, mais de la manière que le généraliste, du coup, a accès à du savoir et à l'expertise au travers de l'IA, ça veut dire que si on tire le trait, c'est qu'on peut devenir expert aussi grâce à l'IA. Ouais, je pense qu'il manque quand même le 10% de la fin un peu, tu vois. Il manque quand même un petit truc qui fait que tu seras jamais au niveau de l'expert, tu vois. Par exemple, je pense qu'elle t'aide beaucoup à comprendre, elle t'aide beaucoup dans tes analyses. Donc, ce que je disais tout à l'heure, tu vas demander à l'expert de t'expliquer et après, tu prends ta décision. Mais à la fin, pour faire toi-même, c'est moins évident. Tu vois, moi, je suis moins confiant aujourd'hui dans la capacité d'un ChatGPT à faire ce que je veux au niveau d'un expert. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que si le généraliste peut accéder à l'expertise au travers d'un ChatGPT, ça veut dire qu'un junior peut se former et devenir expert au travers d'un ChatGPT. Oui, je suis assez convaincu que en tant qu'outil de formation, c'est hyper fort. Après, tu es limité quand même, je pense, ça te donne l'accès à la connaissance. Après, ta capacité à ingérer l'information, elle n'est pas accélérée, tu vois. C'est juste que tu as accès à l'information, tu as le temps que tu mets. Donc, tu vois, avant, tu passais beaucoup de temps à chercher l'info, à compiler les bonnes informations et puis à connecter les... Voilà. Et donc ça, à la fois, il y a du temps perdu parce qu'il y a beaucoup de temps de recherche, mais dans toute cette démarche-là, il y a quand même des connexions qui se font, il y a quand même des trucs qui fait que quand ChatGPT donne la réponse suite, tu l'enregistres peut-être pas aussi bien, tu vois. Donc je pense qu'elle t'aide à aller vite. Après, est-ce que tu ingères vraiment le savoir qu'il te donne ? Je pense que tu l'ingères moins vite. Donc, tu vas pas en 1 semaine acquérir 3 ans d'expérience. Mais je pense quand même que du coup, dans ces 3 ans d'expérience, il y avait peut-être 1 an, c'était se coltiner de la doc, des trucs, etc., qui est peut-être vraiment du temps perdu, pas du temps perdu, du waste en fait. Et du coup, tu vas gagner ce temps-là pour monter en compétence dessus. Ouais. On disait tout à l'heure que le grade du généraliste se mesure sur sa capacité à faire des grands écarts, non, j'arrive pas à cette maison, à faire des grands écarts de plus en plus grands. Ouais. Parce qu'il a vu de plus en plus de choses et du coup, il arrive à reproduire des patterns dans des contextes de plus en plus variés. Au final, les LLM sont des outils qui ont été entraînés sur des contextes encore plus vastes que ce que toi et moi, en cumulé, ne serions capables d'ingérer dans une simple vie. Est-ce qu'au final, le LLM, c'est pas au contraire le meilleur des généralistes et qu'au final, on a plus de chances en tant que généraliste d'être remplacé par un LLM que l'expert, même si tu dis que l'IA n'a rien à apporter à l'expert. Tu vois Ouais, je vois très bien ton point et je pense qu'il est hyper intéressant parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec cette histoire de pattern qu'elle arrive à appliquer à d'autres domaines, tu vois, en fait, de l'inférence en fait de logique ou de pattern qu'elle applique à des choses. Donc, si c'est un très bon point. En fait, le truc c'est que finalement à la fin, ce que fait le généraliste, c'est peser de l'information et prendre la décision, tu vois. Et donc, à moins que tu délègues tes décisions à l'IA, ce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire, tu vois, mais peut-être, là, effectivement, peut-être le généraliste, il est remplacé. On est 3 experts, on vient donner notre truc à l'IA, et l'IA va nous dire quel est le meilleur. Et peut-être elle le fera bien, je sais pas. Parce qu'en fait, ce que tu décris, sur cette capacité à prendre de l'information et prendre une décision, c'est vraiment ce que fait le LLM, c'est qu'il prend tous les mots que tu as eu avant et il choisit le mot d'après. Et au final, quand tu prends le fonctionnement d'un LLM,
Le LLM n'a pas de savoir, tu vois, il y a pas de... Non, je suis d'accord. Tu peux pas lui demander ses sources, il va pas te dire, bah ça, je le sais parce que ça vient de tel endroit. Ouais. Il a pas cette... en tant que tel, il a pas de savoir, Ouais. qui est pourtant la force de l'expert, tu vois. Ouais, ce qui est, ouais. Je sais pas s'il a pas. En fait, c'est compliqué cette histoire du savoir parce qu'effectivement, on se dit qu'il a pas de savoir, mais il a quand même. Pour moi, la LLM, c'est quand même une grosse compression de l'information, tu vois. Il y a quand même un petit aspect comme ça où il a compressé quand même de l'information. Il n'y a pas que. Oui, c'est un modèle probabiliste et tout ça, mais il y a quand même ce truc de dire, tu vois, quand tu fais un RAG, en fait, quand tu prends un document, en fait. Mais là, c'est pas pareil. Là, tu prends un cas du RAG, qui est un cas différent où du coup, tu as une base de données, tu as une source d'information, et du coup, là, ton RAG, il est capable de te dire, mon information, elle vient de là. Mais en fait, Non, mais dans le RAG, il te fait de la mise en forme d'un contexte. Si tu vas voir un expert Java et tu lui dis, c'est quoi la meilleure version de Java pour faire tel truc, il va te dire, bah, c'est telle version. Et si tu lui demandes pourquoi, il saura te dire, bah, parce qu'en fait, moi, j'ai vu que dans tel contexte, nanana. Alors que ton LLM, si tu lui demandes pourquoi, il n'aura pas une réponse factuelle, précise de parce que à tel endroit, on a vu que... Elle pourrait être fausse, tu vois, mais elle pourrait être juste aussi. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, enfin, moi, je l'utilise par exemple pour du code, un truc généraliste comme ChatGPT, même pas un truc, tu vois, spécifiquement entraîné pour du code. Et en fait, il donne quand même plein de réponses qui sont bonnes, en tout cas, qui me donnent les bonnes directions et tout. Donc oui, comme, enfin, ça, après, c'est un autre débat sur se méfier de la qualité des réponses de l'IA, tu vois, mais il arrive quand même à te guider dans la bonne direction, il me semble. Mais en fait, tu vois, on pourrait aussi le prendre d'un point de vue autre, qui est de se dire, quand tu vas générer ton code avec ton ChatGPT ou ton Copilot, en gros, tu lui dis, moi, je veux faire une fonction qui fait ça. Et en fait, ton ChatGPT, il a tous les experts dev du monde qui lui ont montré comment c'était fait et qui lui va te dire, bah, en fait, moi qui suis généraliste et qui ai vu comment c'est fait dans toutes les situations, je sais que la meilleure option, c'est celle-là. Donc, en fait, tu vois, il a plus un travail de généraliste au final, d'aller ingérer toutes ces infos et de te dire, du coup, la meilleure solution, plutôt qu'un travail d'expert. Ouais, mais tu vois, du coup, a priori, son travail de généraliste n'est pas bien fait, puisqu'aujourd'hui, on fait des systèmes avec des agents où on spécialise plein de trucs, et puis après, on met un espèce de spécialiste de la génération par-dessus. On reproduit le schéma qu'on décrivait tout à l'heure humain avec un généraliste qui coordonne plein de... Donc au final, est-ce qu'il va remplacer le généraliste, l'expert? Je pense qu'il, pour l'instant, j'espère qu'il a prévu de remplacer personne. Mais voilà, c'est pas... Moi, je pense qu'il te donne, c'est vraiment ce que je te disais au début, moi je te dis, il donne ce pouvoir de compréhension et d'accès à la connaissance qui est difficile, vraiment d'accès, c'est ça que je vois. Dans l'autre sens, où il te dit, j'ai vu plein de choses et voilà la meilleure solution, j'en sais rien, je suis sceptique en fait. En dernière question, je reprends un point qui est monté dans le chat et je trouve la formulation pas mal. Si expertise et expérience ont la même racine, c'est peut-être pas pour rien. Oui, bah, ça fait longtemps que j'ai pas fait de latin. J'imagine que ça vient d'un mot commun, mais oui, c'est sûr. C'est sûr. L'expertise, je pense que l'expertise ne s'acquiert pas sans expérience. C'est pour ça que expert IA aujourd'hui, expert ChatGPT ou ces trucs-là, c'est quand même pas, voilà, c'est pas évident. Oui, donc effectivement, ça existe depuis peu de temps et du coup, mais on peut se dire que si ça fait 3 ans ou 4 ans que tu fais de l'IA, en fait, tu es plus expert que tous les autres parce qu'en fait, tu as passé plus de temps que pas mal de gens. Il y a une notion relative dans l'expertise. Il y a une notion de t'es l'expert parce que tu as plus de recul que 99% des gens. C'est un peu ça. Oui, donc en fait, l'expertise est relative. T'es pas expert de manière absolue. Tu connais l'expression « au pays des aveugles, les borgnes sont rois ». Bon, voilà, c'est ça. Si en fait, tu vas être l'expert dans la salle, si tout le monde est moins bon que toi, ça sera toi l'expert et peut-être qu'en fait, dans un autre groupe, tu serais le junior. Donc, mais la leçon, c'est que si ça t'arrive, il faut changer de salle. C'est ça la solution. C'est ça. Normalement, si tu es l'expert, c'est que... j'exagère. Bref, il y a d'autres trucs à apprendre que juste la tech et l'expertise. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette discussion. Avec plaisir. J'aurais 2 dernières questions pour toi, les 2 questions rituelles du podcast avant de terminer. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditoristes ? Ouais, alors c'est une question très difficile parce que comme je suis généraliste, je regarde plein de trucs. Donc, j'ai pas réussi à choisir un. Donc j'en ai 2 si tu m'autorises. Allez. Le premier, c'est un bouquin on va rester dans la cybersécurité, qui s'appelle « This is how they tell me the world ends ». Je sais pas si tu le connais, de Nicole Pelroth, qui a été Business Books of the Year en 2000, je sais pas combien, et qui a été vraiment... qui décrit l'évolution du marché noir des cyberarmes. Donc, flippant, mais hyper intéressant et vraiment très très bien documenté. Tu as vraiment toute l'histoire de...
il y a une course à l'armement là-dessus et des hackers qui ont gagné beaucoup d'argent en vendant des failles à des gouvernements pas toujours très bien intentionnés, mais hyper intéressant. Donc ça, je recommande en livre. Et alors, du coup, j'écoute beaucoup de podcasts, dont le tien. Et là, j'en ai un que j'ai pas encore écouté en entier, mais qui m'est tombé sous le coude et qui a l'air incroyable. Il s'appelle Kill List, donc en 2 mots. C'est Wandery, donc ils sont connus en France pour avoir fait Guerre de Business, en français c'est Business World. Et en fait, l'histoire, tu as je crois 20 épisodes, et ça part, donc c'est une histoire vraie, hein, ça part d'une histoire, c'est un informaticien, on va dire un hacker, qui va sur le darknet, regarder un peu ce qui se passe, et il tombe sur un site attention, hein, c'est âme sensible, ça s'accrocher, mais il va sur un site où en fait, c'est des murder for hire, en fait, donc tu peux embaucher quelqu'un pour tuer quelqu'un d'autre. Et donc il se dit, c'est une scam en fait, c'est une arnaque, ça n'existe pas ces trucs-là. Et il découvre une faille dans le site qui lui permet d'avoir accès à toute la data. Et donc il a accès à tous les profils des gens dont quelqu'un a commandité le meurtre. Et évidemment, ce qui se passe, c'est qu'effectivement c'est une scam, il y a des gens qui dépensent de l'argent quand même, mais lui il découvre en fait qu'il y a des gens qui meurent quand même, tu vois, vraiment. Et il commence à remonter ça à la police, sauf que ça prend trop de temps. Et en fait, lui et un journaliste, il commence à appeler les gens en disant il y a quelqu'un. Et donc, donc tu vois, si tu as. Si t'as beaucoup d'illusions sur la nature humaine, c'est un peu. Voilà, faut s'accrocher parce que c'est quand même pas. Ouais, ça peut te déprimer et tout, c'est un peu horrible. Mais c'est intéressant, tu vois, d'un point de vue un peu tech et puis un peu la scam. Enfin bref, je trouve ça un peu fascinant. Ouais. Donc voilà, un podcast. J'ai écouté que 3 épisodes pour l'instant. Super intéressant. En tout cas, on mettra les liens en description, bien évidemment. Je me permettrai d'ajouter un lien vers ton podcast Tronche de Tech, parce que c'est un excellent podcast et que j'invite effectivement tout le monde à écouter, bien évidemment. Dernière question, qui est la question la plus importante de ce podcast. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? J'y réfléchis à chaque fois que je t'écoute, tu vois. Donc c'est quand même. Et alors, du coup, je suis arrivé quand même à une conclusion qui est vraiment raisonnement logique. Je me suis dit non, mais il n'y a pas de table sans espace. Donc pour moi, je suis espace. Ok, très bien. Merci beaucoup Mathieu. Je t'en prie Bruno, merci à toi. Et merci à tous d'avoir suivi cette discussion. J'espère qu'on vous a peut-être donné envie, une nouvelle vocation de carrière, de devenir expert de rien, même si ça peut paraître comme un privilège. C'est en tout cas une belle carrière, cette carrière de généraliste, qui permet de s'intéresser à énormément de sujets et de se centrer sur cette résolution de problèmes, au final, quel qu'il soit, et d'aller chercher des problèmes toujours plus différents, variés et intéressants. Je vous remercie, comme toujours, de partager ce podcast autour de vous. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee si vous voulez soutenir ce podcast pour l'aider aussi à continuer et à prospérer. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.